Salut Pierre, salut Mélodie, merci d'être là pour parler de votre travail aujourd'hui. C'est Pierre qui m'a contacté justement par rapport à la série Idéfix et les Irréductibles que je connaissais pas. Apparemment, ça a un certain écho déjà parce que ça fait quelques années que c'est en train d'être fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être un petit peu succinctement de quel est votre rôle sur la série, peut-être un petit bout sur ce que vous avez fait avant, histoire de voir si vous avez fait d'autres productions ou même les écoles que vous avez faites ou quelque chose comme ça? Alors moi, c'est Mélodie Gringoire. Alors j'ai fait l'ESRA comme école, comme Pierre d'ailleurs, on pourra en parler s'il Mhm. faut. Et puis après, j'ai fait des stages. J'ai fait quelques stages en modélisation, parce qu'à la base, je voulais plus être dans la modélisation. Donc j'ai fait des stages en modélisation pour de la réalité virtuelle à Technicolor. Sinon, j'ai travaillé pour un concept artiste en tant que modeleuse aussi. En fait, il faisait des concept art, mais il utilisait la modélisation, surtout de l'architecture et tout ça, pour gagner du Ouais. temps sur la perspective, faire déjà des rendus pour la lumière, etc. Donc voilà. Et puis après ça, je suis arrivée à O2O en animation directement. Ok, donc c'est la première prod que tu fais Ouais. sur la Non, série ou alors du oui, film. non. En fait, j'ai fait que O2O comme studio, mais j'ai fait 4 prods là-bas. J'ai fait Petit ours brun. J'ai fait un peu de layout d'ailleurs dessus. Après, j'ai fait Bayala, c'est un long métrage allemand, si je dis pas de bêtises. J'ai fait Millie, c'est une série aussi allemande, je crois, mais une série animée. Et puis du coup, Idifix. Et toi, Pierre, comment ça s'est passé? Donc, vous vous êtes rencontrés à l'école, j'imagine. C'est Ouais. Alors non, Esra, c'est justement, pas spécifiquement du Paris, je tout. crois. Ah ouais, ok. Je crois, il y a 4 écoles ESRA Ouais. et en fait, D'accord. Mélodie, elle était bretonne de base, donc elle a fait ESRA Rennes. Et moi, j'ai fait ESRA Paris, en fait. Moi, je viens de Paris. Et bah pareil, en fait, je sortais d'un bac STI 2D et bah, je savais pas trop quoi faire. Enfin, je savais que je voulais me diriger vers quelque chose en rapport avec l'ordinateur et tout ça. Donc, j'avais commencé par faire juste avant une espèce de, ils appellent ça une prépa à l'école SAE Institute. C'est une école à Aubervilliers. Donc du coup, c'était sur 6 mois en fait, et j'avais un cours par semaine en fait. J'ai fait ça après le bac, justement pour voir un peu tous les métiers qu'il y a aux alentours de l'animation, du dessin, du multimédia en fait. Donc c'était une formation où justement on voyait le dessin, des cours un peu graphistes, Photoshop, et on avait des trucs de After Effects et un peu de 3D aussi. En fait, ça Ouais. permettait aux gens qui savent pas trop quoi faire, bah, de tester un peu sur le tas, quoi, et de se dire, OK, je veux faire ça, hop, j'entame une formation et on est parti, quoi. J'ai fait cette formation et bah, ça m'avait vachement plu. Et du coup, après, j'ai cherché du coup une école pour pouvoir rentrer dans une formation et m'orienter vraiment dans la 3D pure, en fait. C'est ce qui me plaisait parce qu'en Ouais. fait, moi, mon niveau de dessin, si tu veux, c'est vraiment pas ça, tu vois. Là, avec Mélodie, on a un profil un peu contraire, justement, parce qu'elle, elle est beaucoup plus, enfin, elle vient un peu plus de la 2D que moi. Elle pourra en parler un peu Ok. plus tout à l'heure, mais, bah, en fait, j'avais pas le côté dessin, et donc, du coup, je savais pas, justement, si, la 3D pouvait être une possibilité pour moi, tu vois. Et j'avais Ouais. discuté d'ailleurs un jour avec un professionnel enfin, je lui avais demandé directement, juste après le bac, est-ce que tu penses que, bah, un gars comme moi qui sait pas dessiner peut faire quelque chose dans la 3D et en animation en tout cas. Et il m'avait répondu de façon un peu négative, comme quoi Hmm. ça allait pas trop le faire, tu vois. Il Bon, paraît je que me suis ça dit, aide, mais que c'est pas indispensable. Enfin, c'est ce que disait, par exemple, Oscar quand on a discuté dans une autre interview. Il ouais. disait que c'était un gros plus quand même pour savoir rien que comment Ouais, faire tes totalement. poses, comment faire du Mhm. posing, Mm. etc. Et qu'au final, il y en a plein qui dessinent pas du tout et qui s'en sortent très Ouais. bien. Donc, Ouais. Bah, ça dans le dépend de l'œil milieu. que tu as, je pense aussi, Mm. quoi. De l'analyse que tu as des poses et tout ça, quoi. Ouais, ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Je pense que le dessin, c'est vraiment un énorme plus. Et même, j'ai envie de dire que le métier d'animateur 3D vient à la base de la 2D pour moi. Mhm. Mais je pense que voilà, le résultat, ça reste l'animation 3D. Et la 2D, finalement, ça permet de préparer un shot. Par exemple, tu peux te faire un rough, tu peux te faire commencer tes poses et tout. Mais je pense que c'est un moyen de visualiser en fait ton plan, si tu veux, Ouais. pour le côté pratique. Mais après, pour moi, si tu arrives à faire le travail différemment de visualisation, tu peux très bien t'en sortir et faire une très belle animation 3D avec tes propres moyens, tu vois. Mais c'est vrai que oui, la 2D, naturellement, en fait, ça va aider beaucoup plus facilement pour avoir des belles poses tout de suite et tester même des timings avec une animation très rough pour préparer un shot, quoi. En tout cas, ne pas se décourager si on n'est pas un pro de la Ouais, 2D, quoi. Non. C'est pas forcément ouais. indispensable. J'imagine que dans vos collègues, tout le monde ne dessine pas. Enfin, ça doit être Bah, assez. ouais. Ouais. À l'ESRA, je sais que nous, il y avait personne qui dessinait à part 2, 3 personnes, et ils s'en sont bien sortis quand même, quoi. Mais c'est Ouais. clair que moi, personnellement, ça m'a beaucoup aidé. Bah, je sais que pour visualiser les poses que je fais, j'ai pas forcément besoin de les dessiner, mais vu que je dessine à côté, bah, je Hmm. visualise plus facilement ce que je vais faire en silhouette que quelqu'un Ouais. qui n'a pas ces notions-là, je pense.
Et comment vous êtes arrivé dans le studio chacun, au 2O où vous êtes actuellement? Ça s'est passé comment? Est-ce que vous avez été dans un stage là-bas qui ensuite a découlé sur un truc? Est-ce que vous avez envoyé une démo à un certain moment? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a fait que vous avez pu rentrer? Comment ça s'est passé par exemple pour toi, Mélodie? Moi, en fait, vu que je viens de Saint-Malo, en gros, je savais qu'il y avait un studio là-bas, donc moi, je voulais pas Ouais. trop partir de ma petite Bretagne, donc j'ai postulé là-bas juste après mon stage de fin d'études, justement. Et j'ai fait ça, enfin, ils cherchaient pas de gens forcément, mais bon, j'ai proposé. Et au final, justement, ils cherchaient du monde pour la saison 2 de Petit Ours Brun. Donc, j'ai Mhm. passé un test, enfin, deux tests même. J'ai passé un test de body mecha et un test d'acting. Donc, Et tu peux expliquer la différence peut-être pour ceux qui ouais, verraient pas ce que c'est? le body mecha, c'est vraiment tout ce qui va être le mouvement du corps. Sans l'acting, en fait, c'est vraiment comme on voit les acteurs, vraiment les émotions, etc. Mhm. Que le body mecha, ça va plus être des sauts, comment je gère le poids, les Ouais. timings, etc. Selon ton affinité avec tel ou tel type d'animation, on va te dire, ben, toi, tu vas sur tel type de plan, là, tu vas sur la roulade, alors que toi, tu vas sur la discussion. Enfin, ils vont Bah, définir comme ça en production, pas, quoi. pas nécessairement, enfin, surtout en série, on fait vraiment de tout. Mais justement, Ouais. ils veulent voir si on est bon un peu dans les deux ou pas. Après, oui, je sais que des fois, ils nous laissent, enfin, sur Millie, par exemple, notre lead nous demandait si on préférait le body mecha ou l'acting. Et en Mhm. fonction, ils nous laissaient des shots pour que ce soit plus facile. Et puis, des fois, ils nous donnaient ce qu'on aimait le moins parce que faut quand même le faire, quoi. Il faut apprendre. Donc voilà, donc ouais, ça, ils peuvent te donner des trucs spécifiques, mais la plupart du temps, justement, ils veulent voir si tu sais faire les deux parce que Ouais. c'est quand même assez différent. T'es rentré avec une démo plus un test, quoi, Ouais, donc assez classique. ouais, c'est Parce ça. qu'on demande des fois comment on fait pour rentrer dans un studio. C'est vrai que Mm. chaque personne a expliqué un peu comment il ou elle a fait. Et c'est souvent ça, quoi. Soit il y a une annonce spécifique qui dit on cherche des gens pour telle série, tel film. Soit il y a juste rien et c'est à toi Ouais, c'est d'aller ça. demander à droite à gauche, quoi. Et moi, justement, au final, ils avaient plus besoin de personne pour Petit Ours Brun. Donc j'étais ok. Ouais. Mais il y avait une autre série qui devait commencer, donc j'ai refait un test pour ça quand même. Donc 3 tests pour entrer dans la boîte, super. Et, et du coup, là, j'ai été prise et là, c'était parti pour Milly. Et au final, je suis arrivée et ils faisaient les comptines pour le web pour Petit Ours Brun. Donc au final, j'ai quand même bossé sur Ouais. Petit Ours Brun. Donc voilà. Ok, je vois. Et de ton côté, c'est similaire, Pierre, pour l'entrée dans le studio? Bah du coup moi c'est pareil, bah j'étais à ESRA Paris et à la fin il fallait valider l'année, fallait faire des stages, on avait 4 mois à faire et bah j'ai postulé un peu partout et au final un des seuls retours positifs que j'ai eu c'était chez Odo Studio, donc pareil Ouais. j'avais eu un test. Alors à l'époque donc Mélodie elle a intégré le studio un petit peu avant moi, quelques mois je crois. Et donc du coup moi quand j'ai passé le test, ils préparaient la série Millie, mais ils étaient encore sur le long métrage Bayala, donc c'était la fin en fait. Donc à l'époque ils m'avaient filé un test d'animation. Alors c'était on va dire mélange de body mecha et acting. J'avais en gros une vache qui rentre dans le plan. Elle avait une réaction, il lui arrivait quelque chose, elle prenait peur et après elle devait sauter au-dessus d'une barrière pour s'enfuir quoi. Ouais. Donc j'avais passé le test et du coup bah j'avais été validé. On était deux en fait j'avais un ami avec moi, on avait passé le test ensemble. On avait été tous les deux pris, donc on est partis tous les deux en Bretagne quand on a quitté Paris. Cool. Et donc du coup en fait on n'a pas intégré le même. Enfin à la base on avait postulé pour de l'animation, mais du coup lui s'est retrouvé donc sur le long métrage Bayala où justement il Mhm. était entre guillemets en renfort en anime où il faisait des petits shots. Alors vu qu'on était sur la fin, il avait pas des gros shots, c'était plus un peu du crowd ou donc tout ce qui était un peu full ou petites animations secondaires en fait. Ça lui a permis un peu de travailler sur un long métrage. Et moi, en fait, pendant ce temps-là, du coup, j'ai travaillé sur la période de mon stage. J'ai fait 3 mois sur le tech anime de ce long métrage. Donc, le tech anime, pour expliquer, c'est un peu du fixing. Donc, en gros, on va récupérer les shots des animateurs. Et Ouais. en fait, nous, on va vérifier que tout est OK, tu vois, avant la passe du rendu. Donc, on va regarder s'il n'y a pas des pénétrations, si les personnages sont bien au sol, qu'il n'y ait pas un flottement, parce que justement, après, quand il va y avoir la lumière, avec les ombres et tout ça, ça peut se voir, en fait.
Donc on va faire ça. J'ai fait aussi un peu de simulation, donc du close pour les robes, simuler en 3D un mouvement un peu naturel. Donc j'ai fait ça pendant 3 mois et du coup après, j'ai pu. En fait, c'était vraiment que du timing. En fait, je pense que c'est beaucoup de ça pour même que ce soit la recherche d'un emploi, d'un stage, c'est beaucoup de chance. Enfin, un côté très compétence et un côté Ouais. vachement le moment en fait. Donc moi quand Ouais. C'est vrai qu'il faut que les gens cherchent quelqu'un à ce moment-là. Enfin, Oh, il y a tout c'est un truc ça, qui ouais. fait qu'il faut que C'est ça un se concours de coordonne, quoi. circonstances, ouais. Ouais. Ouais, carrément. Parce que moi, du coup, j'ai fait mes 3 mois au Tech Anim. Au bout de 3 mois, on m'a dit, il me restait un mois de stage, tu vois, et on m'a dit, bah écoute, là, il y a le projet Emily qui va commencer. Donc vraiment, j'arrivais au début du département, donc ça, c'était vraiment super parce que commencer une production vraiment au début, je trouve ça beaucoup plus agréable que de la rejoindre en plein milieu. Alors c'est bien parce que tout est déjà en place, il y a moins le côté problème de rig et tout ça. Mais je sais pas, je trouve que c'est mieux de rentrer avec tout le monde au début, tranquillement, Ouais. découvrir le style qu'on veut vraiment pour la série ou quoi. Et pareil, j'ai fait un mois, donc ça l'a fait. Et à la fin, on arrivait à la fin de mes 4 mois de stage et encore une fois, concours de circonstances, une des animatrices s'arrêtait de bosser de notre équipe d'anim. On était, je sais plus, on était un peu moins de 10. Je crois qu'on était genre 8, 9, 8 Ouais, peut-être. ouais, c'est ça. Et donc du coup, elle s'arrêtait un mois après, tu vois. Donc du coup, ils se sont dit, plutôt que d'aller recruter un junior qui va mettre peut-être un peu de temps à rentrer sur le projet, Mm. ils ont décidé de me garder étant donné que j'avais déjà un mois sur le projet, que je commençais à prendre mes marques, à m'habituer au rig et tout ça, et que ça a commencé à le faire, tu vois. Donc ça m'a permis en fait de rester sur le projet. Et du coup, voilà, j'ai travaillé avec Mélodie, avec l'équipe justement sur cette série, et ça m'a permis vraiment de me faire mes armes parce que d'ailleurs c'est justement assez intéressant parce que justement quand je sortais d'école, tu vois, je pensais avoir un niveau, on va dire école. On sait qu'on n'est pas incroyable, mais bon, on se dit, Ouais. on a quand même quelques comment dire, aptitudes, quoi. Et je me suis rendu compte très vite que ce que j'avais appris à l'école, c'était vraiment très très basique, tu vois. Genre, Mm. j'ai tout réappris. Enfin, vraiment, il y a rien de mieux que le premier projet pour apprendre sur le tas, quoi. Et Ouais. après, voilà, c'est vachement de travail d'équipe. Je sais que j'avais un super lead, Malik Bornodado, qui était là et qui vraiment, il prenait le temps, vu que j'étais un peu le petit dernier en arrivant en stage et tout. Il venait à côté de moi, il m'expliquait et tout ça. Et c'était vraiment super intéressant de comprendre un petit peu et de voir un peu la différence qu'il y avait ne serait-ce que de vision. Parce que c'est surtout ça que j'ai appris, je pense, dans cette année-là, c'est que je pensais voir en fait, tu vois, je pensais voir et comprendre ce que les Mhm. animations, ce que je voyais, mais en fait j'ai réalisé que ce que je croyais voir c'était beaucoup plus vaste en fait. Ouais. J'avais juste pas assez d'expérience Mm. pour comprendre certaines choses à un temps donné, tu vois. Mais par exemple, je sais que j'avais un shot, c'était très cliché body mecha, tu vois, c'était un chat, il était sur une cabane, tu vois, hop, il faisait un saut comme ça et il sortait Ouais. du champ. Je fais mon shot et tout, vraiment trop fier de moi. Hop, je le publie, j'envoie. Je me dis, je vais avoir un petit compliment et tout du lead, ça va faire plaisir. Et dans l'après-midi, je regarde et tout ça, et je vois, il me met un message, quand tu repasses sur ce shot, tu m'appelles, on va le faire ensemble, tu vois. Donc là, Ouais. j'ai compris que c'était pas aussi bien que ce que je pensais. Et il est venu en fait, et on a fait le shot ensemble, tu vois. Il m'a vraiment expliqué, et j'ai vraiment compris. Et c'est là où j'ai vraiment compris certains principes, tu vois, genre parce que moi, j'avais fait un truc vraiment un peu bloc, tu vois. Donc j'avais mon chat, si tu veux, le corps faisait ça, mais c'était Mm. vraiment tout d'un bloc. Et en fait, ça manquait le côté vraiment organique du chat qui va avoir le retard sur le cul et tout ça, et tu vois le côté qui va Ouais. faire que le chat est vivant et organique en fait. Et en fait tout ça j'ai commencé à le comprendre à partir de ce moment-là, tu vois, et c'est là que j'ai compris que la vision en fait c'est beaucoup d'expérience, etc. Et que au début on pense voir, mais nos yeux en fait on les travaille en continu, tu vois, la Ouais, façon dont tu on voit les développes choses. complètement ton esprit critique, hein. Tu as C'est ça en l'impression d'en fait. avoir au début, Mhm. mais non, non, non. Ouais, t'as rien Donc, du t'as tout, eu la même t'arrives. expérience, du coup. Ah oui, pareil, au début, je dis, ah, c'est bien ce que je fais. Non, non, c'est pas bien ce que je fais. Et surtout sur Idéfix, justement, que là, j'ai vraiment développé mon esprit critique, même que je trouve que mon niveau a augmenté énormément. Parce que, c'est en regardant aussi beaucoup de vidéos, d'analyse de films, pas que des films d'animation. D'ailleurs, il faut vraiment regarder aussi les films prises de vue réelle, regarder vraiment les actings des acteurs, quoi, parce que vraiment, tu Ouais. apprends énormément. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'animateurs qui pensent qu'il faut regarder que les animations pour apprendre, en fait. Mais non, non, pareil, il faut regarder énormément. Bon, c'est un peu bizarre, mais de regarder les gens dans la rue, de regarder les gens, je sais pas, dans le train quand t'attends à la gare, etc. Regarder leur mimique, leur comportement, etc. Ça t'apprend énormément. Et même si tu as l'impression de pas apprendre sur le moment, au final, tu remets ça dans tes shots après sans t'en rendre compte.
pareil pour les animaux, je passe mon temps à observer les animaux constamment. Là, il y a des pies à côté du boulot. À chaque fois, je m'arrête devant et je regarde comment ils marchent, comment ils sautent. Ouais. Et ça m'apporte énormément, quoi. Il faut vraiment avoir un esprit ouvert et critique et d'observation surtout. Est-ce que tu dessines d'observation aussi, toi qui dessines, pour capter Ouais. des poses, des expressions, des choses comme ça? Ouais, je dessine plus trop en ce moment parce que avec Idéfix, j'ai plus trop le temps. Mais j'essaye de dessiner souvent. Je cherche soit des photos sur Internet ou je me mets de plus en plus à faire de la photo moi-même et du Mhm. coup à redessiner ce que j'ai pris en photo. Et aussi, je commence à me mettre des documentaires animaliers et ne pas mettre pause pour Ouais. justement redessiner le plus vite possible les poses et avoir vraiment, vraiment l'esprit de la pose et pas chercher à faire les détails, etc. Aller vraiment dans le dynamisme de la silhouette. Ça, Voilà. c'est très difficile. Et... Je l'avais fait à un moment donné de regarder. C'était pareil, des animaux, je pense que j'avais mis Arte et puis je dessinais, quoi. Mm. Mais c'est quelque part encore plus dur que quand quelque chose est devant soi parce que les plans, ils Ouais, peuvent durer vraiment 2 secondes. Et ouais, c'est ça. c'est super dur Mm. de capter le truc, mais c'est un bon exercice. Par rapport au fait de regarder du réel et pas de l'animation, l'animation, c'est déjà une interprétation C'est ça. de Mm. quelqu'un d'autre du réel, quoi. Donc, on peut choper un peu des codes, de se dire, Ouais. OK, il met pas telle pause, il met telle pause, machin. Mais voilà, il faut faire gaffe un petit Mm. peu à pas choper que ça, peut-être. Et après, on dit Ouais, ça, c'est mais ça. c'est très chacun qui décide quelle référence il prend. Il y en a qui en prennent plus que d'autres et Oui. tout. Mm. Il y a pas vraiment de règle là-dessus, quoi. Ouais, pour la 3D, moi, je regarde surtout plus, l'animation en elle-même, mais aussi les techniques que les animateurs utilisent. Par exemple, ouais, j'ai un animateur en tête, un ami à moi, Jafar, qui faisait des smears. Je sais pas si je dois expliquer les smears, sûrement. Les smears, Oui, c'est vrai que moi, je vois ce que c'est du coup, ouais, mais il vaut mieux expliquer à ouais, chaque fois les termes. ouais. Les smears, c'est entre deux pauses pour faire un peu plus cartoon, pour que ça aille très vite. Au lieu de faire juste ça, eh ben, tu vas tout étirer. Pour donner un effet d'étalement. Et par exemple, j'avais vu une de ses animations et il a fait un truc que j'aurais jamais pensé. C'est juste quand il tourne la tête, le personnage, au lieu de faire par exemple un clignement d'œil, il va étirer juste les pupilles. Et du coup, Ah ça oui. va donner un effet beaucoup plus dynamique et plus cartoon. Et je trouve ça incroyable. Et maintenant, je le fais partout. Mais voilà, c'est plus comme ça que je regarde des animations 3D, voir comment ils exagèrent les poses, etc. Mais tout ce qui est body mecha, justement, plus réaliste et tout ça, je trouve ça plus intéressant de regarder la réalité avant de vouloir exagérer et styliser un peu. Ouais, carrément. Et pour l'arrivée sur la production Idéfix en elle-même, comment ça s'est passé? Est-ce que enfin, je sais pas comment ça se passe en fait. Est-ce que au studio ils disent voilà, on va commencer une nouvelle série, ils expliquent le truc et ensuite qui est intéressé pour le faire ou quoi? Parce qu'après il y a un autre test, j'imagine derrière. Comment ça s'est passé pour que vous puissiez arriver sur cette prod-là? Et puis quand est-ce que c'était aussi? Parce que je sais Euh, pas du tout combien de temps ça a pris. Justement, c'est moi qui ai commencé avant Pierre sur la Ouais. série parce que du coup, il me connaissait déjà et il savait que je voulais rester. Donc, ils m'ont pris au moment juste avant, enfin juste pendant le rig, en fait, bien avant que l'animation commence, pendant qu'ils étaient en train de faire les squelettes d'animation pour que les animateurs puissent travailler. Moi, j'ai fait les tests des rigs, justement. Du coup, je leur donnais des retours, voir ce qu'ils pouvaient améliorer ou ajouter comme fonction, etc. Et en parallèle de ça, je faisais les cycles d'animation pour les personnages pour gagner du temps. On a été deux là-dessus. J'ai un ami qui faisait aussi les cycles. Donc, Yann s'occupait des bipèdes et moi, je m'occupais des quadrupèdes. Je faisais tous les cycles de marche, trot et course. Et quand j'avais un peu de temps, je faisais aussi les transitions, par exemple, de juste arrêt à marche ou arrêt à course ou course à arrêt, ce Et genre ça de ensuite choses. c'est réutilisé quand Ouais, on a voilà. besoin dans la Ouais. série, quoi. Ouais. C'est ça. En Pour la fait, banque, vas-y. c'est vachement important pour justement gagner du temps, surtout sur de la série, parce que nos personnages, en fait, ils courent tout le temps, ils sont tout le temps en train de, bon, en plus, là, sur Idéfix, c'est tout le temps de la baston, ils sont tout le temps en train de, il y a énormément de courses-poursuites. Et en vrai, mine de rien, par exemple, un personnage qui marche et qui va s'arrêter, c'est un plan classique, tu vois. On va le retrouver dans tous les épisodes. Tu vas voir ces personnages-là. Et en fait, avoir banqué un cycle, déjà prendre un cycle de marche et après le transposer sur un cycle stop ou un cycle départ. En fait, c'est un gain Ouais. de temps énorme parce que c'est un truc qu'on sait qu'on le fait une fois, on le fait propre.
et il est réutilisé sur toute la série, quoi. Donc, et après, nous, on vient réanimer par-dessus, bien sûr, pour donner, par exemple, si Mélodie a fait un cycle de course où le personnage, il est en train de courir un peu neutre, nous, derrière, on va réanimer par-dessus, juste en changeant, un peu les axes et le posing général du corps pour donner une intention de est-ce que le personnage il court parce qu'il a peur ou parce qu'il va casser des gueules ou quoi, tu vois. On n'a pas le côté 2D où justement on est un peu limité par rapport à l'axe de la caméra, ou si on fait un cycle, c'est difficilement réutilisable si on n'a pas le même angle et tout. Alors que nous, on fait un cycle, on le fait bien à 360 et après c'est banqué, quoi. La banque aussi, ça peut être aussi à double tranchant. Parce que du coup, je trouve ça extrêmement pratique pour tout ce qui est cycle, ce genre d'animation assez lambda, on va dire, qui pourra être utilisé extrêmement souvent. Mais aussi, on peut utiliser la banque pour tout ce qui est ellipse aussi. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire toutes les ouvertures de bouche, etc. Des expressions faciales. Enfin, on peut tout banquer en soi. Mais aussi, il faut faire attention parce que c'est très pratique en prod pour gagner du temps. Mais aussi, il faut faire attention de pas trop utiliser ça constamment. Parce que je sais que moi, sur Mili, justement, il y avait déjà les cycles de fait. Du coup, je les utilisais tout le temps. Et une fois que je suis arrivée sur Idéfix, on me dit fais les cycles, je sais pas faire. Ouais. Donc, j'étais en panique totale. Voilà, mes patrons étaient pas au courant, maintenant ils le sont. Oui, je vais le faire, pas de souci. Puis après, tu rentres chez toi. Je gère, il n'y a pas de problème. Non, je gère pas du tout. Mais maintenant, c'est bon, je gère. Au bout d'une dizaine de faits, c'est bon. Mais justement, il faut faire attention parce qu'au début, tu es content, mais le jour où tu n'as pas soit le retournement comme il faut ou le cycle comme il faut et que tu dois le faire, parce que moi, j'avais du temps pour faire ça. C'était en gros, c'était pendant le développement, en fait. Donc, j'avais des mois pour les faire, ces trucs-là. Quand tu es en prod et que tu dois sortir tes quotas temps par jour et tout, bah, tu n'as pas le temps de trop réfléchir et tout. Donc, si tu l'as jamais fait, tu vas galérer et tu vas peut-être perdre un peu pied parce que voilà, tu es en panique, parce que d'habitude, il y a la banque. Donc, je pense qu'il faut vraiment quand même apprendre à faire les choses soi-même, même si ça va te prendre du temps au début, c'est normal, vu qu'on ne sait pas faire, donc forcément, ça prend du temps. Mais au bout d'un moment, les retournements, par exemple, je sais que souvent les animateurs, moi-même d'ailleurs, on panique parce qu'on se dit c'est trop dur à faire. Mais quand on a fait plusieurs, au bout d'un moment, ça devient banal et voilà, tu le fais tranquille. Voilà, donc il faut faire attention avec la banque, il ne faut pas trop en abuser. Et par rapport à la production en elle-même, j'ai vu dans les petites vidéos qu'il y a sur la chaîne YouTube que c'est 52 épisodes de 11 minutes. Donc je crois que c'est assez classique, 52 épisodes, mais c'est quand même assez long à faire. Ouais. Et je ne sais pas combien de temps a duré la production de l'animation en elle-même. C'est peut-être plus ça que vous savez, vous, combien de temps vous avez travaillé dessus. Parce qu'avant, il y a des choses, après, il y a des choses. Donc forcément, c'est beaucoup plus long que ça. Mais pour l'animation, vous avez été combien de temps dessus, vous, par exemple? Ça a commencé fin avril, l'animation. Ouais, c'est comme ça. Je crois que c'était en avril que ça a démarré. Donc là, il y en a encore jusqu'à début août. Début août. Normalement, le dernier épisode part début août. Donc ça fait un poil plus de 1 an. Au début, on n'était que 4 animateurs dessus. Okay. Donc c'était forcément beaucoup plus long à faire. Et puis en plus, il y a eu le Covid, donc c'était un peu. On a perdu beaucoup de temps quand même. Ouais. Mais ouais, sinon après, voilà, il n'y a pas eu une équipe entière directement. Ça est arrivé au compte-gouttes. Parce qu'il faut remettre après dans le contexte du développement du rig et tout. Quand on arrive sur le projet en animation, on démarre à 4, mais en fait, on n'a pas tous les persos de la série, parce qu'en plus, la série, elle est assez balèze en termes de personnages. On a, je crois, une centaine de personnages, parce qu'en fait, vu que ça se passe dans un village et tout, il a fallu faire plein de dérivés de personnages de foule. Il y a des personnages, il y a déjà toute la bande ils sont assez nombreux. Le gros groupe de gentils, le gros groupe de méchants. Il y a les personnages invités, donc les amis d'Idéfix qui reçoit, etc. Et en fait, c'est plein de personnages. Donc, faut créer la modélisation du personnage. Faut après le riguer. Et tout ça prend beaucoup de temps, surtout quand t'as beaucoup d'assets, quand t'as beaucoup de personnages. Donc, du coup, nous, quand on commence, donc le premier épisode, c'est le 104. Et le 104, en fait, c'était un épisode c'était le plus long épisode qu'on ait à faire parce qu'on a commencé, on n'avait pas tous les rigs, en fait. On a commencé un peu en chantier. Donc, si tu veux, on avait déjà tout ce qui était facial, on n'avait pas, c'était niet, tu vois, parce que c'était encore en sortie d'usine, tu vois. Donc, on avait les persos principaux qui commençaient à sortir. Donc, c'était un épisode vachement spécial, si tu veux, parce qu'on a dû, en même temps, apprendre le style d'animation parce qu'on savait pas, on avait un peu ce que le réalisateur nous demandait de faire. On avait après le lead qui essayait d'avoir un truc un peu commun. Et au début, par exemple, il devait faire un truc très blocking, tu vois, c'était un truc très step où vraiment
on avait des animations assez cut où il y avait pas beaucoup d'intervalles en fait. Donc ça c'était sur quoi on est parti au début de l'épisode 104 et en fait on s'est rendu compte, enfin le réalisateur a dit qu'il voulait plus d'amplitude dans les mouvements, etc. Et au final on a commencé à intervaller, à se pousser un peu plus les animations et donc on se retrouve avec un épisode 104 qui a été un peu une ébauche de la série où justement on a des animations pardon un peu plus cut et petit à petit on a commencé à rajouter un peu plus de souplesse aux animations pour vraiment trouver un style commun qui est validé par la chaîne, qui est validé par le réalisateur, etc. Et que justement tous les animateurs puissent prendre en main ce style-là, quoi. Et donc, comme je te dis, on a commencé avec les rigs en juste body. En fait, on avait juste les corps. Donc, on avait fait une première passe en blocking, tous les animateurs. Enfin, on était 4. On avait fait tout le blocking du 104. Et après, justement, on avait fait une passe avec le facial quand le facial est arrivé. Puis après, on a fait le spline. Donc, c'était vraiment très. Il a pris vraiment beaucoup de temps cet épisode, tu vois. Donc, on a vraiment décortiqué, que le réalisateur soit vraiment ok, qui valide tout bien, qu'on part pas dans une mauvaise direction. Et après, justement, on a pu commencer à découler. Donc, chacun a après à son style. Donc, je sais que, par exemple, pour Mélodie et moi, on aime bien travailler directement en spline. On travaille directement sans faire de blocking, quoi. On fait nos key poses et après on n'a pas besoin de les avoir en step, on les a directement en spline et on y va direct, quoi. Pour nous c'est un peu, enfin on trouve que c'est plus rapide sur un format de série parce qu'on arrive tout de suite en fait à cerner les poses dont on a besoin. Et après, on attaque directement timing, c'est parti, et on envoie quoi. Après voilà, c'est quelque chose qui a été donc on n'a pas eu les quotas tout de suite, hein, évidemment. Au début, on est à 4, après il y a eu une première équipe qui est arrivée, etc. Et au final, on est arrivé à 2 équipes. Il y avait 2 leads, donc deux équipes donc ça a varié au cours de la prod, hein, mais on était au maximum 15 dans l'une et 13 dans l'autre, je crois, donc un peu moins de 30 au total, quoi. Et on a pu justement séparer, chacun a fait la moitié des 52 épisodes, si tu veux, une moitié. Après, chaque lead était là pour justement travailler avec son équipe, voir la façon dont ses animateurs travaillaient, gérer justement individuellement un peu les façons de travailler. Je sais que chez nous, par exemple, on était un peu tous en spline et il y a eu un moment où notre lead a pris la décision de dire OK, pour certains, c'était pas un gain de temps en fait de faire directement du spline parce qu'il y en avait justement qui mettaient beaucoup de pauses et c'était un peu confus et en fait le lead mettait pas mal de retech. Les retech, c'est les notes que le lead c'est ça, c'est les notes qu'il va mettre. Donc soit il les fait sous forme de dessin, soit il fait une animation 2D par-dessus notre animation 3D en fait. En ref, juste pour par exemple un timing qui est pas bon, il va venir retoucher en 2D. Et ça va nous donner en fait le timing à avoir et qu'on devra transposer en 3D, quoi. Et en fait, il a remarqué que pour certains animateurs, ça marchait pas en fait. Enfin, il y avait plus de temps de perdu que de gagné. Donc du coup, pour certains animateurs, il a dit OK, vous faites un bloc, quelques poses simples et on valide et après on passe au spline. Et en fait, ça a fait gagner vachement de temps à l'équipe et on a pu atteindre les quotas beaucoup plus rapidement avec ces petites améliorations, ces petits changements qu'il a fait, quoi. Quand on dit épisode 104, vu qu'il y a 52 épisodes, est-ce que c'est saison 1, épisode 4, j'imagine? Ouais, c'est ça. Nous, les épisodes, on les a pas fait forcément dans l'ordre, tu vois. On commence par le 104. Après, bon, on a tapé le 105, mais après, on est parti un peu dans tous les sens. C'est en fonction des rigs disponibles, justement. En fait, il y avait déjà un premier planning qui avait été fourni par les demandes de la chaîne. Et après, derrière, nous, on a aussi nos demandes de notre côté interne par rapport à, justement, pour gagner du temps pour tout le monde, quoi. S'il y avait des rigs de prep ou s'il y avait tous les rigs d'un épisode qui étaient prêts alors on devait entamer un épisode où il nous manquait la moitié des rigs, évidemment qu'on a attaqué celui qui était disponible et qu'on aurait pu rendre beaucoup plus rapidement. Voilà. Après, ça n'a pas empêché que il y a eu des moments où justement on a eu toujours des retouches à faire en rig, ça c'est continu sur la production ou même des rigs qui étaient pas encore tout à fait disponibles. Donc voilà. Et après, je suis pas sûr d'avoir compris, c'est encore en cours parce que ça va sortir bientôt, mais est-ce que quand on parlait de août, c'était août 2021? Ça a commencé en avril 2020. Ouais, c'est ça, ouais. Mais là, en fait, on est sur les derniers épisodes, c'est vraiment la fin. On est sur le rush final, là. C'est ça, ouais. Et quand vous travaillez sur les animations, à quel point le reste est déjà fait? Est-ce que les décors sont déjà tous là un peu avant et que, enfin, de toute façon, j'imagine que vous travaillez avec éventuellement des ébauches des décors parce que j'imagine des raisons de
de place dans les fichiers et tout. Vous n'avez pas les choses non plus très détaillées. Mais comment ça marche à ce niveau-là, si vous avez des trucs à dire là-dessus? Bah, justement, au début, justement, on n'avait pas tous les décors avec le layout, donc ils sont mis à jour au fur et à mesure. D'ailleurs, des fois, ça peut poser des problèmes parce que tu as les décors qui changent et tu as fait ton animation en fonction d'un décor qui n'est plus bon. Ouais, donc voilà. Mais sinon, voilà, actuellement, ça va, je pense. Et puis après, il y a le tech anime qui se fait en parallèle de nous. Dès qu'on sort un épisode, ça part au tech anime pour justement régler les problèmes, je sais pas, les pénétrations. Il y a du fur aussi sur les personnages, de la fourrure. Donc ça, pareil, il faut qu'ils gèrent ça. Et puis en parallèle, il y a aussi donc tout ce qui est rendu, compositing et tout ça. Ça fait vraiment une chaîne. Après, on a quand même les décors en 3D. Bah, maintenant, surtout, et depuis un moment, on a quand même tous les vrais décors en 3D, si tu veux, dans la scène. Mais c'est juste que, en fait, il y a un mode d'affichage en GPU qui permet d'alléger et pas avoir les 1 milliard de faces qu'il y a par polygone, quoi. Et où là, ce serait pas possible, quoi. Mais oui, c'est prévu après dans le pipe de justement avoir des scènes allégées, mais tout en gardant le décor pour pouvoir bosser pour nous, quoi, parce que c'est vachement important. Ne serait-ce que, tu vois, les lignes de sol, par exemple, on a des sols avec des graviers où justement il y a des roches un peu plus surélevées que d'autres, et pour les contacts, pour les pieds et tout ça, c'est super important d'avoir un minimum de détails pour pas avoir des pieds flottants ou inversement des pieds qui pénètrent constamment, quoi. Ok, je vois. Et donc, on va pouvoir parler un petit peu des quotas, justement, parce qu'on a abordé un peu ça. Et comment est-ce que ça se passait là-bas? Tu disais qu'au début, il n'y en avait pas, que ensuite, petit à petit, ça s'est resserré, j'imagine. Et quel est le quota que vous avez, par exemple, en ce moment? Donc, le quota, pour résumer, c'est le nombre de secondes, en tout cas, le nombre de plans, etc., qu'on doit faire par jour. Des fois, c'est par plan, des fois, c'est par seconde. Donc, comment ça se passe sur la prod? Bah là, justement, au début, on était à 8 secondes jour. Enfin, c'est toujours le cas pour la plupart des gens. Mais justement, là, il y a eu une accélération à faire et ils ont décidé de nous scinder. Enfin, déjà, donc, on est 2 équipes, comme a dit Pierre. Mais dans notre équipe à nous, en fait, on a été scindés en 2 équipes. Ils nous ont mis avec Pierre et 2 autres animateurs qui devaient aller plus vite, justement. Et nous, du coup, si je dis pas de bêtises, c'est 14 secondes jour qu'on doit faire maintenant. Ah oui, donc ça a presque doublé, quoi. On Déjà, a doublé. On a clairement doublé. doublé. Ça me semble énorme. Et là, c'est beaucoup, ouais. C'est beaucoup. Bah, justement, dans une de tes interviews, je sais plus laquelle c'était, mais il y avait quelqu'un qui disait que 8 secondes jour, c'était déjà beaucoup. Ce qui est vrai, surtout quand tu commences. Mais je pense, Pierre, tu es d'accord avec moi pour dire qu'en vrai, c'est carrément faisable. C'est faisable. Après, je pense qu'il faut avoir quand même au moins une bonne expérience derrière. C'est ça le truc. Quand tu débutes, c'est galère, c'est vraiment galère. Mais au bout de quelques expériences, moi personnellement, je le fais facilement, quoi. Ça me pose pas du tout de problème de faire 8 secondes jour. Après, ça dépend aussi de la qualité qui est demandée en animation. Là, Idéfix, c'est quand même assez poussé, justement. Donc, c'est pour ça qu'il y en a qui galèrent un peu parce que c'est quand même beaucoup ce qu'on nous demande. Quand je compare avec Petit Ours Brun, par exemple, où c'était vraiment de l'animation, c'est du preschool, donc c'est vraiment les mouvements de base, etc. Là, justement, c'est plus cartoon, donc faut faire, comme je disais, des smears, des trucs comme ça, faut que ce soit bien dynamique. Donc, c'est beaucoup plus dur. Et du coup, là, 14 secondes jour, effectivement, ça fait beaucoup. Et ça, c'est sur une période plus courte, j'imagine, parce que c'est arrivé, c'est en cours de production, ça a été doublé, mais forcément, il reste plus autant de temps qu'avant. Donc là, vous êtes 14 secondes jour jusqu'en août, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, ce qui avait été négocié en gros dans le contrat, c'était qu'on fasse 8 secondes jour sur le projet. Ça, c'était le quota. Évidemment, dès le premier épisode, c'était pas possible, mais c'est aller crescendo, si tu veux. Donc là, l'objectif, c'était de prendre les marques, de s'adapter vite au rig et de faire un maximum de banques. Pour justement avoir un maximum de réutilisation possible. Donc une fois on commence à avoir un minimum d'animation, comme elle disait, de lips, de facial, etc. dans la banque, ça commence à aller beaucoup plus vite. On ouvre un shot, il y a toujours moyen de faire un peu de récup, etc. Et donc du coup, l'objectif c'était d'arriver sur les 8 secondes, donc on y est arrivé en moyenne d'équipe si tu veux. Donc au final, c'est un peu moins grave si tu as quelqu'un qui est à 5-6 et que tu as quelqu'un derrière qui charbonne un peu plus. Tant que la moyenne de l'équipe fait à 8 secondes, c'est que l'épisode a été livré correctement si tu veux. Et donc du coup, on avait 8 secondes, on les a atteints progressivement. Donc ça l'a fait. Après, là dernièrement, la raison de l'accélération, c'est qu'il y a eu plusieurs départs d'un coup d'animateurs. Donc c'est arrivé le 31 mai, c'était la fin de contrat pour les animateurs qui est renouvelé, mais en fait il y en a beaucoup qui ont trouvé un autre travail ou qui ont voulu arrêter ou changer, enfin peu importe. Ça tourne de toute façon dans ça tourne beaucoup, ouais, c'est ça. Donc du coup en fait on s'est retrouvé donc du coup à
pas loin de la fin, quoi, à devoir garder ces quotas de 8 secondes qui sont déjà élevés. Et avec 5-6 animateurs en moins, donc il a fallu trouver un moyen de remédier. Et donc du coup, cette solution est arrivée sur la table. C'était de prendre ceux qui étaient déjà assez rapides, qui arrivaient à faire les 8 secondes, voire plus, déjà sur les épisodes de base, et de les mettre sur un épisode à part. Parce qu'en fait, quelque part, il y a une vraie logique derrière, c'est que quand nous, on est sur un épisode, si tu veux, on nous donne un nombre de frames. Donc, le lead, en fait, il a les séquences, il regarde et il va attribuer par rapport à la difficulté et par rapport au nombre de frames. Il va assigner, par exemple, plus de frames à quelqu'un qui va vite et peut-être un peu moins pour quelqu'un qui a plus de mal, tu vois. Ça sert à rien d'handicaper quelqu'un qui est pas très rapide en lui mettant une quantité qu'il va pas rendre, tu vois. Donc là, on parle en frame et pas en plan. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura... c'est ça. Non, on parle pas en plan. Ouais. C'est ça. Peu importe le nombre de plans, c'est 400 frames ou des choses comme ça, quoi. C'est ça, c'est un peu la 8 valeur. secondes, c'est 200 frames à faire en fait par jour. 200. Okay. Et en fait, nous, dans l'équipe, quand on finissait notre séquence, donc je crois qu'on avait 11 jours pour faire un épisode, ou peut-être un peu plus, je me rappelle plus quand on était à 8 secondes. Ouais, on a à peu près entre 1500 et 2000 frames d'attribuer chacun de base. Ouais, c'est ça. Et en gros, ce qui arrivait souvent, c'est que nous, on terminait notre séquence rapidement. Et on allait voir sur les 4-5 derniers jours le lead régulièrement pour lui demander des shots. Donc sauf que là, il était obligé de nous donner les shots au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'il va regarder dans les séquences des autres animateurs, il va dire OK, celui-là il lui en reste plus que d'autres, donc celui-là on va l'aider un peu, on va en prendre un par là, on va te le filer. Tu vas faire ton shot, tu vas retourner le voir. Donc si tu veux, là il y a une grosse perte de temps qui se passe, c'est-à-dire qu'au début on commence tous, on a une grosse séquence, on a 10-15 shots, hop, on démarre à fond et en fait on arrive à ce moment-là en milieu d'épisode où les plus rapides ils se retrouvent sans shot et on vient demander au compte-gouttes et là en fait on perd du temps et donc du coup ils ont pensé cette strat pour justement comme on a notre épisode à 4, on a une énorme séquence d'un coup en fait, on fait 4-5 séquences voilà. On a 4000 frames à faire chacun. C'est à peu près 4000 frames. Et donc, du coup, au moins, en fait, on n'a pas ce temps-là où, justement, on arrive au bout de quelques jours on n'a plus de boulot, chef, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a tellement de shots qu'on est occupé pendant un moment. Et en fait, et mine de rien, le fait d'avoir tous les shots d'un coup, toi, dans ta semaine, tu t'organises beaucoup mieux, en fait. Si on te donne un shot à faire aujourd'hui, tu vas faire ton shot, tu vas faire un deuxième shot, troisième shot. Mais si on te donne tout d'un coup, tu vas penser à la façon dont tu vas faire pour que ça rentre dans ta semaine, tu vois. Et c'est beaucoup plus pratique pour nous de nous organiser, en fait. Et donc, du coup, on est beaucoup plus productif. En fonction, tu vas t'organiser en fonction des difficultés de tes shots. Par exemple, moi, je sais, j'essaye de faire, par exemple, un shot difficile dans ma journée et d'en faire des petits simples à côté. Pas faire, parce que il y en a, ils font ça, mais de pas faire tous tes shots simples d'un coup et laisser les compliqués pour plus tard, parce qu'après, à la fin de ta semaine, justement, tu te retrouves dans la merde parce que tu as trop de trucs difficiles. Ouais, voilà. Et du coup, on peut s'organiser comme ça, en faisant un shot compliqué, et puis tu finis tes quotas de la journée avec plein de petits shots faciles. Et voilà, comme ça aussi, moi, je m'organise en fonction des nombres de frames par plan, justement, pour pouvoir faire... du coup, nous, maintenant, c'est plus de 100, c'est 375 frames à faire par jour. Donc, tu t'organises en fonction du nombre de frames aussi, ce que tu peux pas quand tu as tes shots en compte-gouttes, parce que peut-être on va te donner un plan de 50 frames, un autre de 10 frames. Enfin, tu peux pas t'organiser pour faire tes quotas quand c'est au compte-gouttes. Donc ça veut dire que vous avez la liberté d'agencer comme vous voulez et que vous vous dites juste à la fin de la semaine, il faut que j'ai tant de choses et chacun fait comme il veut, quoi. C'était comme ça aussi sur d'autres productions que vous avez faites. Vous entendez que c'est comme ça ailleurs aussi? A priori, sur Midi, c'était pareil, on avait notre deadline. En gros, l'important, c'est que l'épisode soit rendu. Donc, il faut juste s'organiser pour que au moment où ton lead te dit OK, ce jour-là on envoie l'épisode, il faut que tous tes shots soient validés par le lead pour qu'il puisse être envoyé. Après évidemment, il faut que tu t'organises comme elle disait, c'est que si tu gardes en fait, si tu fais le malin à faire tous tes shots simples au début, tu gardes tous tes shots difficiles pour la fin et que tu te retrouves en retard, c'est tes potes qui trinquent parce que du coup tes potes ils ont plus de taf, ils vont venir prendre tes shots et ils vont se taper tous tes shots difficiles, donc ils vont un peu donc tout le monde sera en retard au final, quoi. C'est ça en fait. Donc c'est pour ça que le mieux c'est que justement les gens fassent un peu moite-moite pour justement un peu déblayer les shots difficiles au début et qu'à la fin ça roule, qu'on n'ait pas des surprises. Je sais que ça s'est assez produit sur la série où justement il y a eu des envois d'épisodes qui étaient un peu tardifs parce que on se retrouvait avec le dernier shot, c'était un shot de la mort où il faisait 500 frames et il se passe des fois on se mettait même des fois on était même à plusieurs sur le même shot pour pouvoir le finir en temps et en heure, et
C'est ça, ouais. En niveau organisation, c'est pas possible, c'est trop compliqué. Ouais. Ça veut dire que chaque épisode est fini un par un et envoyé pour vérification à la chaîne qui éventuellement fait un retour ensuite. Enfin, c'est pas un bloc, on n'envoie pas une saison, quoi. Non, on envoie Non. par épisode et on envoie ça au réalisateur qui fait sa review et qui justement nous fait une passe de retake. Ensuite, on fait sa passe de retake, on envoie la Tech 2, justement, la deuxième version, et jusqu'à ce qu'il valide tout. Et après, je crois que c'est envoyé à la chaîne qu'une fois que le compositing est fait. Ouais. En fait, le Pas une version réalisateur, de travail non plus, quoi. ouais, le réalisateur, lui, c'est lui qui gère le département animation, c'est lui qui va s'occuper des reviews. Par exemple, sur le cas de Millie, c'était un peu différent. On avait deux personnes qui faisaient la review. On avait notre lead. Une fois que le lead avait validé tout l'épisode, il envoyait l'épisode. Et en fait, ils étaient deux à faire la review de l'épisode, quoi. Peut-être qu'on peut passer en partage d'écran, Ouais. histoire de regarder un petit peu du visuel. Voilà, du coup, ce qui est intéressant, c'est on retrouve un personnage qui était connu de la BD, c'est Goudurix. Donc là, on a le plan complet. Et justement, on a le board. Donc, nous, tu vois, là, si tu veux, on a une pause. C'est Motus, le personnage un peu enveloppé, qui va râler sur Goudurix pour l'arrêter et tout ça, parce que c'est un grand rebelle, ce Goudurix. On peut voir que du coup, au niveau des intentions, là, le board, on n'a pas grand-chose. Et c'est moi qui, du coup, fait en sorte de mettre un bout d'acting, justement, pour qu'on comprenne bien que, voilà, Bouche-Cousus, lui, le grand personnage, il bouge pas des masses, parce qu'il est pas intéressant, il parle pas. C'est vraiment Motus, le personnage qui est important dans ce plan-là. C'est lui qui va diriger un peu l'attaque. C'est pour ça que c'est lui qui va bouger le plus. Et j'ai essayé de faire en sorte un peu de jouer avec les lignes directrices, justement, d'avoir un peu le côté des lances qui vont venir justement et la tête, enfin toute l'inclinaison des personnages, etc., pour bien montrer les directions vers laquelle on doit se concentrer et que tout se passe sur Goudurix qu'on va justement retrouver après, quoi. Donc le board, ça dépend en fait de chaque production. Des fois, il est très détaillé. Des fois, c'est comme Ouais. ici, c'est juste une pause. Ça dépend même au des sein de la dessinateurs. production. Ouais. En fait, nous, on les utilise vraiment comme base pour l'intention du plan, mais on n'est pas obligé de la suivre à 100%. En fait, on a d'abord le board. Après, il y a le layout qui prime sur le board parce que au layout, justement, ils font attention avec tout ce qui est les idées de raccord, etc. Parce qu'en dessin, ça va pas forcément correspondre au décor 3D qu'on a au final. Donc, eux, ils font vraiment tout ce qui est raccord et tout ça. Donc, des fois, ça ressemble plus au board dans le cadrage. Donc, c'est d'abord le board pour l'intention, après le layout qu'il faut suivre en premier. Et sinon aussi pour les intentions du board, des fois on peut se permettre des libertés parce que, enfin, j'ai un exemple en tête. Je sais pas si je vais pas trop le détailler, je sais pas trop si j'ai le droit, mais juste en gros, je trouvais personnellement que le board ne correspondait pas avec le son parce qu'on a le son final, on a les vraies voix des comédiens, on ne sait pas des voix témoins. Et je trouvais que ça correspondait pas vraiment à ce qui se disait, alors que la voix, ce sera la voix finale, donc c'est ce qu'il y a de plus important. Donc je me suis basée sur l'intonation de la voix pour faire l'acting du personnage, même si au final ça ressemblait plus du tout au board et c'est passé, quoi. C'est une discussion avec le superviseur où tu dis là, je pense qu'il y aurait ça, et ensuite c'est possible parfois de changer quelque chose, quoi. Ouais, voilà, je suis allée voir mon lead, Jean-Claude Revec, qui m'a dit allez, on fait ça. On tente et puis c'est passé, quoi. C'était quand même risqué à ce moment-là parce que ça changeait énormément. Parce que des fois c'est juste des petits changements. Au lieu de sourire, il va pas vraiment sourire. Bon, ça c'est pas très grave. Mais là c'était vraiment un énorme changement et bon, ça s'est passé heureusement. Mais ouais, pour les voix des comédiens, je trouve que c'est très important et cool quand on a les vraies voix parce que ça nous aide aussi dans nos actings. Des petits changements de ton et tout ça qui vont donner des subtilités en plus, qui vont donner des idées pour ton animation. C'est vrai qu'il y a des séries, bon là je dis ça, mais j'ai pas une série en particulier en tête, mais où la voix est beaucoup plus enjouée, beaucoup plus à fond dedans et tout, que le personnage qui est beaucoup plus mou. Voilà. Et c'est un truc qui peut un peu te sortir de la scène et tout ça, ça arrive parfois, quoi. J'imagine que c'est des contraintes de temps qui font que, enfin des fois il y a des séries où c'est très et je crois que des fois c'est des choix. Hein. Je sais plus si c'était sur Bayala ou Petit Ours Brun. J'ai eu une prod où justement on avait des voix témoins. Je crois que c'était Petit Ours Brun. Et du coup c'est pas forcément des comédiens, du coup le ton il est un peu neutre et tout, donc ça te donne pas trop d'idées de ce que tu peux faire, tu sais pas à quoi ça va ressembler au final. Et aussi tout ce qui est lips aussi, des fois on va t'embêter à faire le lips parfait pour que ce soit vraiment synchro et tout ça, mais si c'est pas les voix définitives, au final ce sera même pas synchro, ce sera au comédien derrière
d'essayer de se caler le plus possible sur l'animation. Et pour les lip sync, justement, est-ce que c'est un défi particulier pour vous de les faire? Parce que ça peut paraître un peu complexe à faire, alors qu'il y a des séries aussi finalement assez simplifiées. Et de toute façon, il n'y a pas besoin de coller non plus. Il n'y a pas toutes les syllabes absolument qui sont dites, Oui, donc il y a voilà, vraiment c'est des ça. phonèmes et tout ça. Donc comment vous avez géré le lip sync? Est-ce que c'est une difficulté pour vous? Est-ce que ça coule tout seul? Comment ça marche, quoi? Moi, je trouve ça vraiment, enfin, c'est vraiment compliqué, je trouve, à gérer pour que ce fasse vraiment bien. Surtout, bah là, par exemple, par rapport à Millie, c'était en anglais. Et en fait, pareil, je regardais l'autre fois, par exemple, je regardais juste Raya, le dernier Disney, là, et je regardais comment ils faisaient les lips. Et en fait, en anglais, il y a beaucoup moins de fermeture de bouche. Tu vois, les R, par exemple, ça va rester plus ou moins la même forme. Le coin de la lèvre, il va juste faire des mouvements comme ça. Qu'en français, Ouais. je trouve ça plus compliqué. On a beaucoup de P, de B, de trucs comme ça. Donc, notre bouche, elle a plus tendance à clapper comme ça, là. Ouais. Et du coup, ça va claquer, ça va pas être joli. Donc, faut essayer de surtout pas mettre toutes les syllabes, de mettre les plus principales et d'essayer de faire des vraies transitions. Par exemple, les R, de pas forcément les marquer, parce que quand on dit un R, en fait, c'est vraiment entre deux syllabes et c'est la transition entre deux syllabes qui va se faire. Mais c'est pas évident du tout. Ouais, je valide. Donc pareil pour toi, Pierre, c'est un truc pas évident qui se fait à la fin. D'ailleurs, je crois que vous rajoutez les voix une fois que le mouvement est bon. Ça dépend vachement de l'animateur, mais chez Mélodie Moi, on travaille comme ça, c'est qu'on fait notre première passe d'anime, etc. On valide bien le mouvement, etc. Et on vient ajouter après le dialogue sur la bouche, sur un calque dans notre logiciel 3D, quoi. On vient juste le rajouter, mais on a déjà fait tout l'acting, le personnage bouge déjà bien, quoi. Après, ouais, non, moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il a dit, hein. Déjà, pour moi, c'était vraiment le premier projet sur lequel j'en faisais vraiment, parce que ce qui était, Millie, avant, c'était Preschool et ça parlait quasiment jamais. Et donc là, c'était vraiment une première fois. Et en plus, il faut savoir que du coup, en fonction de l'anatomie de la bouche, etc., ça va vachement changer. Je sais que par exemple, ici, on a des chiens. Donc tu vois, tu peux avoir un museau assez long, comme Pat Gachix, par exemple, le bulldog, il a une énorme mâchoire, tu vois. Et en fait, Avec les dents qui dépassent. et mine de rien, en fait, ça joue vachement sur la forme d'un lip sync. Il y a des personnages qui peuvent avoir un lip sync assez joli, comme d'autres où ça va être un peu plus compliqué. Je sais que par exemple, Pat Gachix ou même d'autres personnages, tout ce qui est haut, bah, ça devient compliqué. Par exemple, Pat Gachix, il a une tête comme ça. Donc, les corners, ils sont ici. Donc, si tu veux faire un haut comme ça, donc tu dois les ramener jusqu'ici. Et sur une tête aussi grosse, ça, en 3D, tu vois, c'est pas forcément quelque chose qui peut facilement rendre bien, quoi. Pat Gachik, j'avais regardé comme référence, par exemple, les orques dans Warcraft. Justement, parce qu'ils ont pareil, ils ont les dents et tout, et je t'allais voir comment ils faisaient, j'arrivais pas. C'est pas évident, ouais. Ça doit être assez balèze. Et vous avez des directives par rapport à ça, j'imagine, de dire tel personnage, faites-le comme ça, etc. Ouais. Et vous avez vraiment une ligne à suivre, quoi, j'imagine. Là, je vulgarise le truc parce que je sais que c'est le cas, mais voilà, quoi. Vous avez vraiment un truc par rapport à chaque personnage, le superviseur qui dit faites-le comme ça, en tout cas dans telle direction. On a des planches de board, en fait, des planches d'expression. On a les planches de design, et puis les planches d'expression, donc les expressions principales des personnages, et aussi une planche spéciale pour les livres, justement, comment c'est censé rendre aussi, mais pareil, c'est fait en 2D. Donc souvent, les hauts, c'est des trucs qui ressortent un peu comme Pingu, pour ceux qui ont la ref, où ça fait ça. Et bah, nous, en 3D, c'est plus compliqué. Donc, on essaye de s'en rapprocher le plus possible, d'être le plus graphique possible, mais c'est pas forcément évident en série quand t'as pas forcément le budget d'avoir les meilleurs rigs et les meilleurs modeling. Après, les intentions, comme tu dis, les intentions des personnages, ils sont assez quand même marqués. Je sais que le réalisateur, voilà, il nous a dit direct au début de la prod, on a les persos principaux, si tu veux, les irréductibles. Donc, en gros, Idéfix et ses poteaux, là, c'est la petite bande des gentils. C'est un peu comme des super-héros. En gros, c'est l'image qu'ils voulaient qu'on renvoie. C'était, on a Idéfix, c'est le patron, tu vois. C'est le mec malin, vif. Son pouvoir, entre guillemets, ce serait son odorat, c'est son intelligence et, tu vois, c'est le leader de la bande. Pat Gachix, qui est le gros bulldog, c'est quelqu'un un peu rentre dedans, c'est quelqu'un, tu vois, qui va pas réfléchir. C'est Hulk, c'est exactement ça, tu vois. C'est le mec balèze. Et c'est exactement ce qu'il nous a dit un peu pour avoir des références. Turbine, c'est le chien bleu qui est grand et très fine, tu vois. C'est quelqu'un qui est très enjoué, c'est quelqu'un qui est pas forcément très malin, mais c'est quelqu'un de très rapide. Vraiment, c'est un truc Flash. qui a été marqué. C'est le personnage qui a le plus d'effets spéciaux sur lui, c'est-à-dire qu'il a plein d'éclairs, de fumée, etc. Parce que c'est un personnage qui va très vite, c'est Flash.
Et Ouais. on a des petites intentions un peu comme ça, justement, pour jouer les caractères des personnages. Donc après, on a aussi des personnages qui reviennent de la BD. Je pense par exemple, alors j'ai plus exactement les noms, mais on a un personnage corse, enfin on a plein. Homéopathique, Ouais, on a des personnages qui Boudurix. reviennent. Bah, on a déjà aussi les personnages de Abra Raccourcix, le chef du village gaulois, et sa petite femme bonne mine, justement, qui reviennent pour faire un petit clin d'œil sur la série. Et donc on doit aussi se baser un peu sur ce qui avait été fait par rapport aux intentions des personnages dans la BD et aussi sur les films d'animation Ouais. qui ont été fabriqués à Micros, quoi, donc qui ont été pour nous aussi des bonnes références pour les personnages et même l'animation de manière générale, quoi. Ça faisait une vraie référence pour le coup qui était liée à ce sur quoi on travaille, quoi. Ouais, carrément, avoir un Astérix déjà en 3D, Bah ouais. ça devait être pas mal. Ouais. Là, pour parler un peu de, disons, le quotidien général, quoi, comment ça se passe votre journée de travail? Quels sont les horaires? Est-ce que vous allez travailler sur place ou de chez vous à certains moments? Parlez un petit peu de ça pour ceux qui se demandent vraiment comment ça se passe, la vie quand on est animateur ou animatrice, quoi. Bah, on n'a pas d'horaire précis. Ouais. C'est souvent 9h, 17h, enfin, journée classique. Ouais, on doit juste faire les 7 heures Mais dans notre voilà, c'est journée, ça. quoi. Du moment qu'on a fait les Ok. 7 heures et si possible les quotas, il n'y a pas de souci. Donc ouais, le télétravail, eh ben, on en a eu à cause du Covid déjà au Mhm. début. Enfin, pas tout le monde, mais la plupart étaient en télétravail, dont moi. Et puis ensuite, j'ai été aussi en télétravail il n'y a pas si longtemps que ça, pendant un mois, parce que bah, j'ai eu le Covid. Mhm. Du coup, bon, j'ai eu vraiment une version un peu hardcore, mais j'y travaille quand même. Ah ouais, mais Et du t'as coup, pu quand même faire des trucs. ouais, Ouais. ouais, j'ai quand même fait mes quotas. Tout va bien. C'est balèze. Et ouais, bah, enfin, ouais, en fait, nous, on travaille vraiment à distance. On contrôle les PC à distance du boulot. Ok, donc vous vous connectez aux ordi qu'il y a là-bas, donc vous avez accès aux C'est ça. serveurs de là-bas et tout, quoi. Vous Ouais, avez tout ce qu'il voilà. faut. On stream directement les ordinateurs de là-bas. Ouais, Ok, voilà. C'est pas directement sur nos PC de chez nous, en tout cas. d'accord, ça marche. Donc vous avez accès à la puissance des ordi La de là-bas. puissance. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet et puis vous avez le Ouais, c'est truc, quoi. ça. Ça, il Je faut sais une pas à bonne quel point vous connexion avez, Internet, ouais. je sais pas à quel point vous avez des grosses machines pour faire ce que vous faites, parce que l'animation, de ce que je comprends, c'est pas ce qui est le plus demandeur en ressources non plus, en 3D. Ouais, Enfin, quand Bah, il même. en faut quand même un minimum. Après, ça Oui, dépend le voilà. département. T'en parlais dans une interview, je me rappelle plus avec qui malheureusement, mais ouais, justement, c'est vachement tout ce qui est rendu, etc., qui va prendre, Et voilà. Là, je parle vraiment pour le qui côté va- animation, ouais, toi, quand tu animation. fais ton truc, quoi. Après, nous, on a quand même juste un minimum de besoins parce que, en fait, on a beaucoup de rigs dans les scènes, les personnages, et les rigs sont assez lourds, en fait. Donc, D'accord. enfin, ça dépend des personnages. Mais par exemple, je sais que sur la production, voilà, on a eu un des problèmes, entre guillemets, techniques, ça a été les oiseaux. Donc ça a été un peu quelque chose de compliqué à gérer sur ce projet. Et ils voulaient des ailes réalistes, donc c'est-à-dire avec vraiment toutes les plumes, etc. Et Hmm. donc du coup, ça fait beaucoup de faces, ça fait beaucoup de contrôleurs aussi à ajouter pour chaque plume. Et en fait, ça fait à la fin un rig qui est quand même assez lourd. Donc bon, quand tu vois que quelqu'un a un oiseau dans sa scène, il tire un peu la gueule parce que du coup, sa scène 3D, bah c'est t'as de la latence, Ouais. c'est pas forcément évident de bosser avec. Après on trouve des compromis, on arrive en général par exemple les oiseaux, on essaye de les animer avec les ailes fermées parce qu'en gros on a un switch si tu veux justement aile ouverte aile Ouais. fermée et quand ils ont les ailes fermées en gros bah c'est de la modée, c'est un espèce de cache et justement il y a plus ce côté de rig en fait vraiment détaillé sur les ailes. Donc ça fait que c'est beaucoup plus léger et on peut animer plus facilement. Donc en général ce qu'on fait c'est qu'on fait même si les ailes doivent être ouvertes, on anime en ailes fermées et après on ouvre pour faire les ailes, etc. Ça Ouais, permet voilà. de... Ça aussi, c'est vraiment un changement, par exemple, par rapport au board. C'est au board, il s'était amusé à faire des poses comme si c'était des mains et tout ça. Dès qu'il Hmm. parle, il fait des mouvements comme ça. Nous, on a dit non, Ouais, parce qu'en parce que dessin, c'était c'est hop, beaucoup hop, trop hop, mais lourd. ouais. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. Que nous, non, la plupart du temps, c'est comme ça. Et du coup, comme disait Pierre, c'est un cache, donc ça fait juste un bloc, donc c'est beaucoup moins lourd. Et on avait un peu comme ref aussi Rio, le film Rio, Hmm. parce que quand ils font leurs actings, ils sont pas en train de faire des mains. Parce que même si on devait faire les ailes en entier, hein, elles sont tellement longues que ça pénètre de partout, t'as pas de Ouais. Ouais. place, il y a trop d'amplitude. Que là, du coup, on faisait plus des mouvements, on fait des petits mouvements d'épaule, des trucs comme ça pour dire ouais, par là. C'est juste des Ouais. petits trucs comme ça qu'on se permet de faire, mais sinon les ailes ouvertes, c'est que pour le vol, des trucs comme ça. Ouais, après, vu il y a eu ce délire-là, en fait, c'est devenu vraiment un... Par exemple, les boards, ont même, il y a des moments où les ailes sont ouvertes sans forcément avoir des pauses
très développé, mais étant donné que les oiseaux ont eu un complexe technique sur le projet, il a été validé avec même le réalisateur de justement limiter vachement les actings où on fait un maximum d'ailes fermées, même quand l'intention du board, elle est d'avoir les ailes ouvertes, quoi. Donc, en gros, les ailes ouvertes, c'est vraiment décollage ou vol ou atterrissage, par exemple, tu vois. Mais dès qu'on peut faire sauter les ailes ouvertes, c'est un truc c'est un gain de temps énorme et un gain d'énergie aussi pour les animateurs, parce qu'animer les ailes, animer une énorme paire d'ailes justement qui rame, etc. Enfin, ça va être un shot qui va nous prendre beaucoup de temps. On va se prendre la tête pour faire juste un petit mouvement qui va pas forcément apporter plus au plan, alors qu'on pourrait avoir les ailes fermées, le faire beaucoup plus vite et l'envoyer, quoi. Ouais, on va plutôt jouer sur vraiment les mouvements de corps et vraiment le visage, vraiment faire un acting vraiment basé sur les épaules et juste le visage, la tête. Et puis de toute façon, dans les codes de la série, voilà, la chaîne et puis le réalisateur, c'était un truc important, c'est qu'ils voulaient éviter vachement le côté anthropomorphique des animaux, quoi. On voulait pas se retrouver avec des animaux trop humanisés non plus. Donc tout ce qui était le chien qui lève la patte pour montrer une direction ou ce genre de choses, c'est interdit. Donc ça, en général, ça saute systématiquement. Il y a que un personnage qui a entre guillemets un petit passe droit, c'est Baratine. Donc c'est le chat. C'est un des chats de la fin. Le chat de la bande d'Idéfix qui justement c'est un espèce de truc qui revient souvent, c'est elle sort ses griffes comme ça si tu veux et on a quand même le côté vraiment où elle a la main longtemps comme ça ou alors elle a des anticipations un peu en mode très humain mais c'est un peu la seule exception, sinon tout ce qui est anthropomorphique en général ça c'est un truc qui passe pas, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui est, enfin, c'est des compromis aussi qui se font. T'as l'idée de base que tu fais en bibliographique, en dessin, etc. Et ensuite, au niveau technique, il y a quelqu'un qui va dire, bah là, ça va pas être possible avant que ça parte directement dans la production, quoi. Par exemple, sur les designs, Arquebus, c'est le chien romain, c'est le boss de la garde romaine, en gros, des chiens. Il a été designé avec une grosse armure, si tu veux. En 3D, bah, c'est beaucoup plus complexe qu'en 2D, en fait. Parce qu'une armure, c'est quoi? C'est un truc en métal, c'est très rigide. Et là, on est sur une série avec un personnage qui va valdinguer dans tous les sens, où il va se faire exploser par les irréductibles, donc il va se tordre, une armure, c'est trop compliqué. Et donc, du coup, en fait, on a eu des conversations et tout ça avec le réalisateur. Donc d'abord, on a eu une grosse passe technique où justement on avait le superviseur Rig qui était là, qui a tout développé un système pour l'armure. Sauf que en fait, déjà pour les animateurs, c'était atroce en fait parce qu'on se retrouvait avec énormément de contrôleurs pour justement pour corriger toutes les déformations de l'armure, pour rattraper, garder ce côté unifié par rapport au corps, tu vois. De contact avec le corps qui est derrière. Oui, et voilà, il y a le fur aussi. Il y a le fur aussi, il y a le poil, et donc du coup, il fallait penser à toutes ces choses-là. C'est ça en fait. Et en fait, fallait penser à toutes ces choses-là. Et puis, du coup, dès que le chien, en fait, donc de base, c'est un chien qui a le buste très droit et tout ça, très fier, mais qui peut être très rapidement vachement droit pour avoir le côté prédateur. Donc, beaucoup de mouvements du torse. Et même quand il se retrouve par terre, en général, il est vraiment le dos coupé en deux, si tu veux. Donc là, l'armure, c'était pas possible. Donc du coup, en fait, on a fait remonter l'information. L'information est remontée au niveau du réalisateur et un compromis a été trouvé, étant donné que voilà, les chiens ont du poil et tout ça. Ça satisfaisait visuellement la chaîne et le réalisateur, et on a juste fait un compromis de lui mettre un collier en fait, comme les chiens ont. Avant ça, il y a eu aussi un autre truc. D'abord, ils ont changé la texture parce qu'au début, ils voulaient pas changer l'armure parce que ça faisait vraiment le design, donc ils voulaient pas changer. Et au lieu que ce soit du métal, ils ont décidé de faire du cuir pour que du coup ce soit souple justement et que ça passe mieux visuellement. Mais pareil, le rig était tellement toujours trop lourd que après c'est le collier qui a été choisi. C'est ça. Sur une série, en fait, c'est toujours très compliqué, je pense, d'avoir un personnage qui va te demander beaucoup de ressources. Comme j'en parlais tout à l'heure des oiseaux, si tu commences à avoir un personnage qui va être lourd, qui va être compliqué à animer, tu sais que ça va être un poids que tu vas te trimballer sur tous les épisodes. Donc, si tu peux simplifier au maximum, tu sais qu'après, ça va découler sur la série, quoi. Donc, c'est pour ça que là, on en avait parlé et justement, c'est une information qui est remontée, qui a été acceptée et entendue de là-haut. Et du coup, on se retrouve avec un chien avec juste un collier très léger qui est beaucoup plus simple pour nous, parce qu'on a plus cette contrainte de penser, ok, faut gérer l'armure, faut pas que ça se casse, faut pas que ça se déforme, faut garder le côté armure unifié, faut penser aussi à la couche de poil qui est en dessous, que ça dépasse pas, etc. Enfin, c'est tout un enfer, tu vois. Ouais. Et donc justement, là, on parle un peu des défis techniques qui ont fait qu'il y a eu des changements carrément dans un design. Et sinon, quels ont été les autres choses qui étaient compliquées à faire, où vous avez peut-être eu des blocages dans l'animation en elle-même, et ensuite vous avez réussi à surmonter le truc, et est-ce que vous avez appris à travers ça? Est-ce que vous avez un exemple qui vous vient en tête par rapport à ça, quoi?
Moi, j'ai pas d'idée actuellement, enfin vraiment de problème et tout. Je pense surtout à des intentions du réalisateur qui a eu en cours de route et qu'on a dû rechanger pas mal de plans. Je pense à, par exemple, Ok. à Gachix encore, qui a les dents qui ressortent, les deux grosses canines là. Et de base, sur la modé, elles étaient assez ressorties. Donc, bah, nous, on laissait Ouais. comme ça, parce que c'était fait comme ça. Sauf que, du coup, le réalisateur et je crois que c'est surtout la chaîne, qui se sont dit que ça allait peut-être faire trop peur aux enfants. Il faut pas oublier qu'Idéfix, c'est pour les enfants à la base et qu'il est Oui. censé être gentil. Donc, faut pas qu'il fasse peur. C'est pas à lui de faire peur, c'est à Arquebus et ses Beagles, justement. Donc, on a dû retoucher tous les plans sur un épisode ou deux, je sais plus, pour les rebaisser et qu'elles soient moins pointues pour que ça fasse vraiment, genre, elle coupe pas, quoi. Il y a pas de, il y a pas à avoir peur. S'il a une grosse bouche aussi, donc dès qu'il ouvre la bouche, ouais, c'est un gouffre, le truc. Ouais, ouais. Ouais, Il a ça. justement, en fait, c'est pour rebondir un petit peu là-dessus, justement, ce côté de retaper un peu. Bah, en fait, eux, quand ils valident la modélisation, parce qu'en gros, du coup, évidemment, il y a toutes les passes en 3D. Le réalisateur, lui, il voit le personnage, bah, il a pas d'expression faciale, en fait. Il a la bouche fermée, il a pas d'expression. Donc lui, ça lui va, mais en fait, il va en animation, évidemment. Tu vas pas avoir la même sensation, le même ressenti. Donc évidemment, nous, quand on est arrivé sur, bah, ça a eu lieu sur le 104, sur le premier épisode, justement, on commençait à animer Pas de Gachix. Et dès que, bah, évidemment, on lui sort un peu les dents, un peu en mode agressif, bah, accentué avec le côté des dents pointues, etc. C'est vrai que l'expression faciale plus les dents, ça Ouais. faisait un peu peur. Et c'est compréhensible que du coup, on nous ait demandé de diminuer. Et pareil, justement, on a un autre personnage qui a subi un peu. Alors, c'est pas pour les mêmes raisons, mais c'est en gros, c'est Labienus. En fait, c'est le chef romain, c'est l'équivalent de César en gros pour la série. Lui, en fait, il est modélisé alors en posté. Il avait été validé pareil. Et en fait, dans la série, enfin dans le premier épisode, le réalisateur trouvait que du coup, dès qu'on lui baissait les bras ou qu'il avait une pose un peu neutre, bah en fait, ses bras et ses avant-bras étaient trop fins et trop petits en fait. Ça lui satisfaisait pas quand il le voyait en direct avec des vrais posings. En fait, il retrouvait pas les designs que tu avais du Derzo, etc. avec justement ces énormes avant-bras et c'est vraiment les bras étaient vachement travaillés dans la BD quoi. Et donc du coup, justement, il y a eu tout un travail supplémentaire là-dessus alors que le rig avait été déjà fait. Donc c'est quelque chose qui a été dû être retapé derrière, où justement on est venu corriger, grossir et agrandir, allonger les bras de Labienus pour que justement il ait des bras beaucoup plus mastoc quoi et fasse vraiment chef romain bien vénère. Donc ça arrive au début, quoi. Vous faites, il y a un C'est ça. épisode ou deux qui est fait et puis Ouais, le message arrive assez vite quand même. c'est ça, ouais. Bah, Exactement. Ouais. une autre chose qui est pas arrivée si vite que ça aussi, c'est la taille des spéculaires, les points blancs dans les yeux. Parce qu'on nous a dit il faut les mettre à tel endroit, on a un code en gros où les mettre quoi. Au début, il faisait pas trop attention à ça le réalisateur quand nous on envoyait en animation, et c'est que à l'étape de compositing qu'il s'est rendu compte que souvent elles étaient beaucoup trop grosses en fait, qu'elles faisaient limite la taille de l'iris pupille, donc ça allait pas. Et du coup, bah ça une fois que c'est au compositing, on peut plus y retoucher, ça demande trop de travail si on doit tout reprendre. De revenir en anime, repasser en tech anime et repasser en rendering pour refaire le compo, c'est trop. Donc les premiers épisodes, bah là dans les plans qu'on peut voir d'ailleurs qui sont déjà sortis, il y a des fois c'est trop gros, mais et c'est que sur les épisodes d'après qu'on a pris ça en compte. Ouais, donc ça reste un détail que beaucoup de monde verront pas, mais c'est vrai que ça joue aussi Voilà. dans Nous le on le visuel voit et global, on est quoi. Bah, il y a des petits codes un peu comme ça justement où en fait faut imaginer que du département pardon animation au compositing il se passe beaucoup de choses et il y a du temps qui passe donc surtout sur les premiers épisodes et sachant que le compo n'arrive pas tout de suite quoi. Compositing va démarrer quand il y a un bon nombre d'épisodes qui est prêt à être attaqué quoi. Donc il y a toute une préparation et du coup en fait le réalisateur lui il va se rendre compte de plein de détails du compositing. Des choses qui par exemple qui pourraient comme les specs qui voudraient avoir un peu différent mais qui sont liés à département de l'animation et il va s'en rendre compte assez tard dans la production. C'est comme je te disais par exemple pour les dents ou même les bras de Labienus, c'est validé en modeling, pourtant ça arrive en animation, on se rend compte que ça colle pas exactement à ce qu'on voulait et dès que ça bouge ou dès qu'on arrive à un département après c'est pas comme on l'espérait quoi. Ouais. Et vous avez vu des épisodes finis? Je sais même pas comment ça se passe. Est-ce que vous voyez les épisodes finis de votre côté? Ouais. Dès qu'ils sont finis, qu'il y a la musique aussi de fait,
Bon, ça, c'est pas chez nous, hein. Tout ce qui est musique, bruitage, etc., c'est dans un autre studio. Mais dès que ça c'est fait, donc, et que le compositing est fini, justement, ils nous les envoient et puis on a une petite séance où on regarde les épisodes. On en a regardé 2 aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. C'était super. Ouais. Ça va être cool, hein. Bah non, c'est assez cool, en fait. Tu vois vraiment le travail de tout le monde qui est mis en valeur, quoi. Donc, Tu vois la finalité du truc, quoi. ouais. Ouais, puis en vrai, avec quand t'as le compositing, que la vraie musique et tout, tu redécouvres le truc un peu si tu veux. Donc nous, quand on a le truc dans l'animation, on n'a pas les couleurs, on n'a pas les textures, on n'a pas le poil, on n'a rien. Tu vois, on a un truc un petit peu fade justement, et c'est après que on va avoir un bel éclairage qui va mettre en valeur justement les personnages, les plans, les décors, et c'est là où on va tout découvrir. Je pense que j'ai fait le tour un peu des trucs que je me posais par rapport à la prod. Je sais pas s'il y a des choses que vous voulez ajouter ou vous étiez dit, tiens, on va parler de ça. Je sais qu'on peut parler peut-être un peu des réunions d'équipe qu'il y a Ouais, carrément. entre nous. Je sais que nous, par exemple, pour raconter un peu un épisode, donc nous, on fait un épisode, là, on est sur je sais plus, 11 jours, je crois. Peut-être un peu moins maintenant, du coup. Mais bref, on a notre délai, on fait notre épisode. Donc, le lead, il check l'épisode, en général, l'avant-dernier jour, il check l'épisode, il va checker de la continuité, les raccords. Le dernier jour, il va nous mettre les retakes pour les petits détails, les raccords, voir si les shots fonctionnent bien entre eux. C'est vraiment le polish, en gros. Ouais. Et après, il va envoyer l'épisode au réalisateur. Donc après, nous, on va avoir la take 1, take 2 des retakes qui vont venir au cours de la semaine suivante ou la semaine d'après. Et nous, quand on termine un épisode, en fait, on va en réunion avec toute notre équipe d'animation plus notre chef d'équipe. Donc on va regarder justement l'épisode qu'on vient de terminer. Donc ça permet de voir un peu le travail de tout le monde et tout ça. Donc c'est un moment un peu convivial où justement De se féliciter un petit peu, ça fait voilà. Et puis même voir un peu ce que bout à bout, ça prend vie, quoi. Justement, après on prépare l'épisode suivant. On va regarder l'animatique tous ensemble. Donc on va voir ce qui nous attend, et justement c'est le moment pour le lead aussi de faire un point sur ce qui va arriver. Si par exemple, dans l'épisode suivant, on va avoir un nouveau personnage qu'on n'a pas encore animé, il va nous dire écoutez, voilà, on va avoir un personnage qui peut-être issu déjà de la BD, son caractère c'est ça, donc voilà, il va nous donner un peu les intentions, il va nous dire, ou même par exemple quelque chose de techniquement un peu complexe, une séquence ou quoi, on va peut-être être amené à en discuter justement pour préparer un peu le terrain. Et justement après, quand on arrive après pour démarrer le nouvel épisode, on est déjà rodé, on sait ce qu'on doit faire, et on y va, quoi. Après, à côté de ça, lui, notre chef, il va aussi prendre le temps de nous montrer. Alors, il le fait pas systématiquement, mais il le fait quand il a des choses à dire. Par exemple, si il a des choses à nous expliquer sur l'animation, il peut prendre des exemples, en fait. Il va dire, voilà, aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 shots. Ces 5 shots, voilà, il y a des choses dedans qui sont vraiment intéressantes. C'est bien, ça serait bien que tout le monde les regarde pour essayer de comprendre pourquoi ça marche, et que tout le monde essaye d'appliquer ça si c'est pas déjà fait, en fait. Et inversement, il peut prendre aussi des shots qui marchent pas trop, ou montrer par exemple justement l'évolution, parce qu'en fait, je sais pas si tu connais Shotgun. De nom, mais je l'ai pas utilisé, mais c'est un logiciel Shotgun, de gestion de prod, c'est ça? C'est ça, en fait. C'est là-dessus où on va bosser, où tout est enregistré. Donc, on peut voir, en fait, toutes les passes du board, le layout. Même pour l'animation, tu peux voir la V1 que toi t'as envoyée avec les retakes du réal, celle de ton chef et tout ça. Et donc, par exemple, il peut très bien montrer une première passe d'un animateur et montrer la dernière passe pour montrer l'évolution du plan et dire, voilà, cet animateur, il a pensé son plan comme ça. Et en fait, il a peut-être commis l'erreur de partir comme ça, alors qu'il aurait dû plus se concentrer sur ça, et va nous expliquer en fait à travers des exemples justement les choses à pas faire, ou justement les choses à suivre, des bons conseils à prendre en compte, quoi. Ce qui fait qu'il y a forcément ce côté apprentissage sur le terrain et tout, que vous avez forcément tous les deux augmenté votre niveau, quoi. Ouais, surtout qu'on a beaucoup d'animateurs juniors, voire des vraiment juniors plus qui sortent d'école. Du coup, ça leur permet aussi d'apprendre les bases qu'ils n'ont pas forcément parce qu'ils ont juste pas l'habitude. Par exemple, juste de mettre un amorti à la fin de ton animation pour pas que ça s'arrête net, de bien mettre du retard sur ta tête. Par exemple, juste tu tournes ta tête, faut pas la tourner comme ça, faut mettre un petit arc pour donner un effet plus naturel, ce genre de choses que forcément les gens qui sortent d'école n'ont pas forcément en tête, justement. Du coup, c'est ce genre de moment qui permet de voir, comme disait Pierre, des animations qui fonctionnent et voir pourquoi ça fonctionne. Des fois, ça fonctionne juste avec des petits trucs tout basiques, tout simples, qui sont pas durs à faire et qui prennent pas beaucoup de temps. Et du coup, quand on avait fait ça, vraiment, ça avait aidé beaucoup de gens à s'améliorer. Hein, c'était vraiment bien.
Bah justement, il y avait un acting que Mélodie avait fait avec Labienus, le chef romain. Et bah en fait, le chef romain, c'est un personnage quand même qui est important. C'est un personnage qui a un certain charisme, etc. Et par exemple, quand il est en colère, faut bien le jouer. Faut faire Ouais. vraiment. C'est le grand méchant entre guillemets, tu vois. Donc, et elle avait fait, c'était en début de production, elle avait fait un shot justement où il s'énervait, il était un peu crispé. Il y avait des choses vachement intéressantes et intéressante pardon, et du coup elle avait pu expliquer devant les autres, etc., pour que les autres comprennent et puissent justement reproduire ça quand ils vont être confrontés à ce personnage là par exemple, pour bien Ouais. assimiler justement comment il fonctionne quoi. Ouais, puis aussi, par exemple, un truc qui avait beaucoup aidé les gens, je pense, c'était ce que je leur avais dit aussi, il faut pas animer tout le temps, sinon bah c'est déjà ça prend plus de temps et tout ça. Mais des fois, par exemple, quand tu as une pause fixe, on est en série, donc faut faire des fois un peu des pauses fixes où Ouais. où ça bouge pas. Mais juste pour donner de la vie à ton personnage, tu peux faire des petits eye darts, bouger un petit peu, tu sais, juste les yeux, que l'œil soit pas fixe. Et juste ça donne énormément de vie à ton personnage et depuis que les gens ont commencé à le faire, pareil, je trouve rien que ça améliore tellement une animation. Oui, parce qu'en 3D, ça peut très vite avoir l'air mort, en Oui, fait. Alors voilà. qu'en 2D, Ouais, une Bah, c'est pose ça, qui bouge on pas, appelle ça passe des c'est fois. ça. Ouais. c'est ça, ça s'appelle un pixel mort justement quand il y a plus rien qui bouge, Ouais. tu sens qu'il y a un truc qui va pas. Et je sais pas pourquoi Mhm. en 2D ça marche, il y a pas de souci, mais en 3D ça marche pas. Je sais pas pourquoi non plus, mais c'est assez bizarre, hein. Mais ouais. Ouais, Bah, je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les trucs, quoi. À part si on fait ouais, éventuellement une passe sur comment ça se passe vraiment, le fait d'être justement intermittent employé ou des choses comme ça dans une prod. Quelle est votre expérience là-dessus? J'imagine ouais. que vous êtes pas employé du studio, mais que ça va un contrat court, si? Et moi Bah je suis, justement on n'est pas pareil. mais pas Ouais. Bah alors pareil. c'est intéressant de le dire justement, je pense. Ouais. Bon moi, enfin ça va pas être très long. Enfin en fait, quand je suis arrivée à O2O, j'étais CDD parce que je connaissais Ouais. pas l'intermittence, personne m'en avait parlé. Mhm. Et puis une fois, du coup, vu que je voulais rester dans le coin sur Saint-Malo, ils m'ont proposé un CDI à partir d'Idéfix, donc ça fait 1 an que je suis en CDI là-bas. Donc au final, Ok. c'est classique, salarié classique. C'est Ce qui a juste l'air plus assez chiant. rare quand même de ce que j'entends, Oui, mais ouais, non, ouais, c'est ouais. rare. C'est rare. Là, j'ai l'impression que au studio, il y a un CDI par département, je crois. Ouais. Mais Ouais, à peu près. donc on doit être genre 5-6 CDI peut-être, un truc comme ça. Mais Mhm. sinon, on est 60 et tout le reste, c'est Ouais, intermittent. c'est Ok. important pour une boîte quand même, je pense, Ouais. Mais d'avoir au c'est pour moins. avoir un noyau dur C'est qui ça, ouais. Mhm. reste. Parce que Et surtout sinon, si ça comme on part, si ça te plaît vraiment là-bas et tout, ouais, voilà. ça doit être cool de faire partie de ce noyau-là, quoi. T'es comme ça depuis 1 an, quoi. Donc ça veut dire qu'il y a Ouais, eu il y voilà. a eu un moment où il y a eu le passage où ils t'ont dit, bah, tu veux rester longtemps, machin. Ouais, voilà. Bah, ils savaient Ouais. depuis plus ou moins le début. Et justement, enfin, là, je vais bientôt vivre ce qui me fait un peu peur. C'est justement parce qu'en intermittence, ce qui est pratique, c'est que quand il n'y a plus de prod, bah, au pire, tu es en Mhm. chômage vacances. Ouais. Que moi, là, justement, je sais pas trop comment ça va se passer parce que quand Idéfix va être fini, bah, s'il y a un trou entre deux prods, bah, il faut quand même que je vienne travailler en soi. Donc, Mhm. bah, je prendrai des congés, quoi, mais faut pas que ça dure trop longtemps, quoi. C'est après, je sais pas comment ça se passe. Oui, c'est vrai Et que c'est le cas un peu particulier. c'est ça qui est un peu compliqué en CDI, je pense. Mais sinon, enfin, on verra comment ça se passe, je sais pas trop. Et donc, toi, Pierre, t'es en contrat à durée de la production, j'imagine. Alors ouais, moi en fait je suis intermittent du spectacle, donc du coup j'ai fait donc moi c'est des contrats renouvelables. Donc comme je te disais, voilà, en mai dernier il y a eu un renouvellement de contrat. Il y en a qui ont décidé de partir vers d'autres horizons et d'autres qui ont continué. Ouais. Alors moi je finis pas la production en entier, donc là bah, justement demain c'est mon dernier jour. Ouais. Du coup ouais Malheureusement. parce qu'en fait moi je vais enchaîner avec un contrat dans un autre studio justement à Montpellier. Du coup ça va être la première fois où justement je vais pouvoir voir un nouveau studio, Ok. nouvelle personne, une nouvelle façon de travailler. Et moi, j'ai fait plus le choix en fait de découvrir aussi un petit peu voir un peu comment bosse un peu partout en France. Tu vois, je trouve ça Ouais. intéressant. Je pense que j'ai appris une façon de bosser ici que je vais peut-être pas retrouver à 100% ailleurs. Et c'est intéressant, je pense, pour moi de voir, de m'enrichir de l'expérience d'autres personnes et d'autres studios
ne serait-ce que même en technique pure, voilà, enfin chacun a ses outils, chacun bosse d'une façon et c'est un truc qui me plaît de tester, de découvrir. Et puis même dans notre milieu, c'est bien d'avoir des contacts, donc de rencontrer vraiment un panel de gens, Ouais. enfin au maximum le plus de personnes possible, quoi. Donc moi, ça va être la première fois justement que je vais pouvoir comparer avec mes expériences chez Odo Studio, quoi. Ouais, que moi, justement, enfin, je préfère, pour l'instant, je veux rester à O2O, mais aussi ce que je vois, moi, c'est que je veux pas faire que de l'animation 3D, justement, parce que je fais de l'animation 2D à côté, j'ai appris en autodidacte et pour l'instant, j'en ai pas fait en prod, justement. Ouais. Et à O2O, avant, il y avait de l'animation 2D aussi, donc ça peut revenir à tout moment. Et justement, moi, je préfère, pour l'instant, en tout cas, voir un peu tout, parce que du coup, on s'est dit, bah, quand il n'y a pas d'anime, bah, je peux faire autre chose. Il y a la modélisation qui m'intéresse aussi. Et comme ça, je peux voir plusieurs métiers différents, justement. Parce que vu que c'est une petite boîte, je suis pas juste dans ma case d'animateur qui en sortira jamais. J'aime bien me diversifier. Bah, en Voilà. soi, pour résumer le truc, plus un studio va être petit, même si là, bon, il y a quand même du monde, hein, de ce que vous me dites. Ouais, là maintenant, il y a du monde. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était pas pareil. Donc plus c'est petit, plus chaque personne va être un peu plus polyvalente, quoi. Parce que C'est ça, tu peux voilà. très bien être amené à faire à la fois du layout et de la 3D, enfin de l'animation, ou alors passer même des choses qui sont complètement différentes d'une prod à une autre si tu sais vraiment faire plein de trucs. Ouais, Donc voilà, c'est ça. c'est important, je trouve, d'avoir les deux profils là, quoi, histoire de voir que c'est possible, parce que c'est très mystérieux des fois. On se dit Ouais, ouais, l'animation, c'est quoi mon statut, machin, est-ce que je suis employé et tout, et puis Ouais, ouais. c'est flou, alors qu'en fait il y a plusieurs choses possibles, quoi. Bon après c'est plus ou moins Ouais, les deux choses possibles en studio, ou alors d'être carrément freelance extérieur, qui a sa boîte, Ouais. c'est possible aussi. mais même en tant qu'intermittent, on n'est pas obligé de faire que de l'animation, justement. Tu peux passer d'un truc à l'autre sans Ouais. problème. Et... Oui, parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé sur IDFX, là, le département animation n'était pas prêt, donc du coup, j'ai fait 3 mois de layout, justement parce que bah j'avais envie de commencer à bosser, quoi, et bah le département était pas prêt, et ça les arrangeait que bah il y ait une personne en plus en layout. Donc j'ai commencé, ça m'a permis en fait de rentrer même dans le bain, ça a été bénéfique parce que même apprendre le layout, je trouve ça vachement intéressant parce que moi c'est la scène que je récupère, c'est la scène du layout, tu vois. Et si tu l'as pas fait, bah tu peux pas deviner comment c'est fait. Donc moi je trouve ça intéressant d'apprendre comment on place une caméra, et même en termes de, je sais que pour mes projets perso par exemple, bah animer une caméra, mine de rien, c'est pas si évident que ça, tu vois, genre si tu veux faire un gros mouvement de cam ou des trucs, enfin genre j'ai appris plein de choses, par exemple tout ce qui était règles de tiers, ce genre de choses, travailler avec les focales et tout, c'est des trucs que bah je vois un peu à l'école, tu vois, mais j'ai pas de pratique en fait. Donc là j'ai pu vraiment découvrir ça, et même moi je trouve que j'ai un intérêt là-dedans d'avoir compris plein de choses justement par rapport à la caméra et tout ça, quoi. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de trucs sur la production, comment ça se passait, tout ça. Et bah, je mettrai un lien vers votre travail si vous avez une démo, un Vimeo, un Instagram ou quoi, vous me passez ça et puis je le mettrai, Ça je le marche. mettrai en lien. Et puis la série, si je me trompe pas, arrive en août. Sur France 4 dès le 28 août, dès le samedi 28 août. Ok, ça marche, bah voilà, on regardera ça. Ce sera partout. Exactement.